Coucou YouTube, on se retrouve donc pour les fameuses sorties grand format de novembre, évidemment, en l'occurrence. Donc comme d'habitude, je suis en live avec les copines. Désolée, j'ai un peu la voix cassée. Comme je disais plus tôt, c'est des allergies en fait. Je suis pas malade ou quoi. Je sais pas. C'est con, hein, mais bref. Donc désolé. Alors, la dernière fois c'était la grippe. Maintenant, la meuf a toujours un problème. C'est grave. Hein. C'est grave. Hein. Aïe aïe aïe. Bon allez, sur ce, donc j'ai fait ma petite sélection de sorties du mois. Bon, en vrai, comme il n'y en a pas énormément. Coucou Solveig, comment ça va? Tiens, je suis en train, Solveig, de lire le livre que tu m'avais offert, là, Le Serpent et le Descendant de la Nuit. C'est pas mal. Voilà. T'es en vacances, toi, du coup, je viens de percuter. C'est bien ça. Donc, ouais, franchement, ouais, je suis finalement, tu vois, finalement, ça passe bien. Ça passe bien. Ce sera pas un coup de cœur, je pense, mais ça passe bien. Donc voilà. Ouais, bah c'est cool. Du coup, donc je disais, ouais, petite sélection, pas beaucoup de sorties en ce mois de novembre. Et du coup, ouais, j'ai limite élargi finalement. Il y a des sorties là-dedans que j'aurais pas forcément mis si j'avais eu un énorme choix. Mais là j'ai dû étoffer, dites-vous bien que j'ai dû étoffer, c'est un truc de fou quand même, hein. C'est très rare que ça arrive, hein. Mais je sais pas ce qui se passe ce mois de novembre, c'est pas ouf niveau sortie, mais bon, écoutez, c'est pas plus mal, ça fait des vidéos un petit peu plus courtes aussi, donc voilà, on va attaquer de suite avec donc les petites statistiques. Bon, alors ouais, on a pas mal d'éclectisme au niveau genre, pas au niveau genre, au niveau format, on va dire. Voilà, niveau format, comme vous pouvez le voir. Il y a quelques graphiques aussi, donc voilà. Au niveau des maisons d'édition aussi, un peu moins au niveau des genres et des pays, mais bon, on va faire avec. C'est vrai qu'il est surtout très contemporain finalement, et encore contemporain. J'ai même mis dedans des trucs qui étaient un peu inclassables en fait, hein. Donc c'est un peu vague, vaste. Voilà. Sur ce, ouais, pas trop de SFFF, hein, très peu de SFFF. Je pense que faut dire qu'après octobre, où il y avait quand même pas mal de fantasy, horreur et tout ça, novembre ça redescend. Alors, on attaque donc avec la première sortie, et donc ça va démarrer le 5 novembre, qui va être la grosse, vraiment la grosse date de sortie, c'est le 5 novembre. Et on démarre avec, typiquement un que j'aurais sans doute pas mis si j'avais eu beaucoup plus de choix. C'est le dernier Maxime Chatham, 8,2 secondes. Et encore que je dis ça, mais je pense que je me fais un peu avoir avec les synopsis avec Chatham, parce que pareil avec Prime Time, mais d'un autre côté, c'était pas non plus une horreur de lecture Prime Time. Disons que c'était très... Alors, je repense à ce qu'on a dit quand on a fait la tier list des maisons d'édition. Albin Michel, Plage, oui. Typiquement c'est ça. Alors peut-être pas Plage là parce qu'on est en automne, mais vous voyez, hein, si c'est pas Plage, c'est Cheminée, mais c'est vraiment le truc détente, quoi, voilà. Et Prime Time, c'était un peu ça. Ouais, je sais pas, je suis un peu... Je suis quand même curieuse, mais bon, je me dis que ça va encore pas casser des briques. Donc, alors, le synopsis est très court, donc je vous lis directement ce qu'il y a écrit, parce qu'il y a 3-4 phrases. 8,2 secondes, c'est le temps qu'il faut pour tomber amoureux, c'est le temps qu'il faut pour mourir. May et Constance ne se connaissent pas, mais un même secret les relie et les menace. Un thriller psychologique envoûtant entre New York et les Grands Lacs de la frontière canadienne. Maxime Chatham nous entraîne dans un suspense hitchcockien impossible à lâcher. Bon, moi j'ai juste vu Hitchcock. Après, Chatham c'est pas Hitchcock, quoi. C'est ça le problème. Moi je me fais avoir avec ces trucs-là, mais bon. C'est con, hein.
C'est assez efficace en fait, ces synopsis très très courts là où t'apprends rien finalement, tu peux dire n'importe quoi, puis la couverture avec la maison, le lac, tout ça, avec l'eau rouge, ouais bon bah voilà quoi. La forêt derrière et tout, enfin il y a tout, il y a tout. Il y a tout pour attirer le chaland, j'ai envie de dire. Voilà, mais comme il est disponible en audio sur Audible, voilà, attendez-vous à ce que je me l'écoute cet automne ou cet hiver en audio. Et je vous dirai. Mais je vais écouter comme j'écoute Johan Fluck. Voilà, c'est du hate read. C'est du hate listen. Bon bref, voilà, je vous dirai ça. Ensuite, toujours le 5, donc, là on est sur un autre level. Avec donc une nouvelle traduction de Dead Zone de Stephen King par J.C. Lattès, donc qui nous a déjà fait les nouvelles traductions de Shining et de Danse Macabre, que d'ailleurs je suis censée lire là, Danse Macabre, et Shining je vais le relire aussi avec la nouvelle traduction. Je pense pas que je lirai cette nouvelle traduction de Dead Zone de suite, parce que, encore que remarque, je pourrais plus facilement faire le rapprochement, mais bon, c'est vrai que je l'ai lu il y a pas très longtemps, donc je sais pas parce que en fait le truc c'est que il y a des nouvelles éditions collector qui sortent à droite à gauche aussi, pas forcément chez J.C. Lattès, il y a Albin Michel évidemment qui ont les droits aussi. On a vu la dernière fois, il y avait, je crois que c'était le livre de poche, où j'ai lu, je sais plus, je crois que c'était le livre de poche, Carrie, mais pareil, en hardback, tout ça. Donc là c'est en hardback aussi, hein, comme c'est la même édition que Shining et Danse Macabre. Donc je sais pas. Bon, on va quand même parler du synopsis, même si c'est Stephen King, voilà, tout le monde ne connaît pas forcément le synopsis de Dead Zone, donc on est on va dire dans un futur proche, où en fait on est, alors c'est marrant parce que visionnaire, hein, Stephen King, bon voilà, on est dans une dictature à la Trump, hein, clairement, parce que ce livre date des années 80, je précise. Enfin non, on n'est pas dans une dictature à la Trump, pardon. Attendez, précision. La meuf a lu il y a pas longtemps. Non, c'est qu'il y a un mec qui se présente au présidentiel, qui a un Trump en puissance. Voilà, et donc ça fait peur. Donc c'est même pas encore, on a dépassé le niveau de... On a dépassé les prévisions de King. Nous, on l'a carrément élu. Enfin, pas nous, mais les Américains l'ont carrément élu, quoi. C'est vraiment... voilà, on en est là, quoi. Donc, ouais, il y a un mec, voilà, qui s'appelle Greg Stilson, qui est en pleine ascension, qui rassemble beaucoup, et c'est complètement un mec d'extrême droite, hein, c'est vraiment un facho de fou. Et on va suivre le héros qui s'appelle John Smith, oui, ça s'invente pas. Enfin, si, en l'occurrence, mais bon, voilà. Qui, suite à un accident, en fait, va être doté d'un espèce de pouvoir de vision, de vision du futur, voilà. Même du passé, il a des visions du passé, de l'avenir, etc. Et donc, il va notamment... découvrir que ce Greg qui se présente non seulement risque d'être élu, mais qui va être élu même, mais que quand il va être élu, ça va être l'apocalypse parce que c'est un putain de gros nazi, quoi, voilà. Et donc il va tout faire pour empêcher ça. Puis la gueule du airbag, ça donne pas envie d'acheter les autres. Ah, j'ai pas fait gaffe. Il n'y a pas de marge. Ah, c'est vrai que je l'ai pas feuilleté. Je me rappelle pas l'avoir feuilleté en vrai. C'est qui me l'avait acheté? Ils sont quand même très beaux, mais ouais, je n'ai pas regardé. Ah, dommage, si c'est ça. Bon, après, nous, on va l'acheter quand même, hein, de toute façon, pour la collection, voilà. Et donc, oui, voilà, c'était le roman le plus politique. En vrai, moi, je trouve pas que ce soit le plus politique dans le sens où je trouve qu'il explore pas assez justement ce côté politique, mais bon, c'était très bien. Bref, voilà, donc si vous voulez, si vous n'avez pas lu Dead Zone, que vous voulez attendre cette nouvelle traduction, d'ailleurs ils mettent même pas qui c'est qui traduit, ah si, Jean Esque, E-S-C-H, Esque, je suppose, voilà.
Ah bah du coup j'ai l'image de Carrie. Ouais, c'est le livre de poche, la nouvelle édition de Carrie là. Nouvelle traduction aussi, Carrie. Ouais, donc voilà, c'est très chelou parce qu'on a des nouvelles traductions qui sortent chez JC Lattès en hardback et on a aussi une nouvelle traduction de Carrie qui sort chez le livre de poche en hardback. Et après, t'as aussi Albin Michel qui ressort des Stephen King en collector, mais ce ne sont pas des nouvelles traductions, c'est notamment avec Peter Straub là. Hein. Voilà. Bon, bah écoutez, ouais, c'est spécial. Ils n'ont pas gardé la même police d'écriture aussi que les deux autres JC Lattès, là, je sais pas pourquoi. Mais bon, c'est bien parce que ça fait très années 80, là, ce choix de couverture. J'aime beaucoup ce choix de couverture. Ça fait vraiment très synthwave, ouais, très années 80, quoi. Voilà. Bref. Ensuite... toujours le 5 novembre sortira le nouveau Hiro Arikawa. Alors j'aurais dû être de ouf, mais je suis pas de ouf avec le synopsis, mais bon je l'ai mis quand même parce que c'est Hiro Arikawa qui s'appelle J'ai trouvé un homme dans le jardin. Ça c'est du titre. Et donc il sortira chez Actes Sud. Bon, Hiro Arikawa c'est quand même l'autrice de mon livre préféré de tous les temps, Les Mémoires d'un chat. Là par contre voilà, autant j'aime beaucoup la couverture, autant je suis pas de ouf avec le synopsis, mais à voir. Donc dans cette histoire on va suivre Sayaka, c'est une jeune femme qui quand elle rentre du travail va découvrir un inconnu allongé inconscient dans les buissons devant chez elle. Visiblement il est pas bien hein. Et elle va le recueillir pour la nuit, mais en fait, une relation va naître. Alors, c'est pas une relation amoureuse, hein, plutôt une relation amicale, puisque donc c'est Itsuki, le jeune homme. Enfin, je dis jeune en fait à chaque fois, mais ça se trouve, ils ont 60 ans les deux, on ne précise pas. On sait pas. Donc, Itsuki, c'est une véritable encyclopédie botanique. Et il va finir un peu par s'installer chez elle, tranquillou bilou, hein, tout va bien. Et il va lui faire découvrir l'art de la cueillette sauvage et de la cuisine. Mais un jour, Itsuki va disparaître sans explication et Sayaka va va être un peu en deuil quoi. Enfin, voilà, elle a perdu quelqu'un à qui elle s'était attachée, même si on ne sait pas s'il est mort ou pas. Hein. Et du coup, elle va essayer de refaire en fait tout ce qu'il lui a appris, la cueillette des plantes, les recettes, etc. Voilà, je sais pas plus. Bon, voilà, en gros, moi, j'avoue que je suis pas de ouf avec le synopsis. Mais bon, je sais pas, c'est Hiro Arikawa, qui sait ce qu'elle va nous pondre comme morale derrière, je ne sais pas. Je sais pas, mais je le sens pas trop, je sais pas pourquoi, voilà. Je suis curieuse et en même temps, voilà, c'est pas que je pense que ça va être problématique ou que ça va être nul ou que ça va être mièvre ou quoi, c'est pas ça, c'est juste que je pense que les thématiques vont pas forcément me parler. C'est plus ça en fait. C'est plus ça dont j'ai peur. Je pense que les thématiques vont pas trop me parler, voilà. Bon, écoutez, si ça vous intéresse en tout cas, n'hésitez pas. Le 5 novembre toujours, alors celui-là par contre il me hype de fou, le nouveau David Van. Ah oui, alors, putain, le bandeau de merde, j'avais même pas fait gaffe. J'avais pas fait gaffe que ça cachait la moitié du titre. Mais sérieux, quoi. Bon, c'est la jeune fille et la mère. Hein, parce que c'est vrai que ça peut être la jeune fille et n'importe quoi. Hein. La jeune fille et mon cul, pardon, c'est bien carité, mais vraiment. Putain, ça m'énerve. Pourquoi mettre un bandeau de mort là, franchement. Oh. Vraiment. Bon. La jeune fille et la mère donc de David Van qui sortira chez Gallmeister comme d'habitude avec David Van. Hein. Il n'a pas changé de maison d'édition chez nous. Et dans cette histoire, on va suivre Aika qui a 21 ans et qui habite sur une petite île des Philippines où elle a grandi et elle a une vie pas ouf, un peu misérable. Et elle a vraiment envie de se sortir de cette vie, quoi. Et un jour, il y a Bob qui va débarquer, qui est américain. Alors bon, par contre, petit red flag là qui me gêne un petit peu, mais bon.
on va voir. C'est qu'il est quinquagénaire. Voilà. Qui va débarquer et Aika va décider de partir avec lui parce que pourquoi pas. Oui, je pense que vraiment elle a juste envie de se casser de chez elle, quoi. Bon, Bob il est sympathique, hein, il a juste, enfin il se présente voilà comme quelqu'un qui a juste besoin d'un peu de compagnie. Pour une fois la couve est sympa en GF, ouais j'aime bien la couve aussi, ouais. Mais bon, voilà, tout le monde sait qu'aux Philippines, bah oui, les passeports bro, hein, les famosos passeports bro qui viennent chercher des jeunes filles soumises, là, dans les pays d'Asie du Sud-Est. Toi-même, tu sais. Voilà. C'est bien qu'il le précise d'ailleurs, voilà. Donc, c'est peut-être pas si flag parce que du coup, justement, Aika, voilà, Aika, elle s'en fout, elle veut quand même se barrer de là, donc elle va suivre Bob sur son bateau. Mais le problème, c'est que la promiscuité va pas très bien se passer. Voilà, donc, justement, j'espère tellement que c'est un livre pour dénoncer les passeports bro. J'espère tellement que c'est ça. David Van, t'as déjà été féministe avec Komodo, notamment. Je pense que tu peux l'être encore. En plus, on nous dit que c'est une fable morale portant sur l'émancipation et la quête de liberté d'une femme qui refuse d'être victime de son destin. Mais bon, ça veut pas dire que ça parle des passeports bro, voilà. Ah ouais, coucou Mathilde, t'as été déçue. Ah, moi j'ai adoré Komodo. Moi j'ai adoré parce que c'était vraiment le truc de... de dénoncer en fait effectivement les injonctions qu'on fait aux épouses et mères, quoi, hein. C'était un peu ça en fait, hein. Moi j'ai trouvé ça génial justement de voir de suivre une héroïne comme ça qui en a marre de cette vie là en fait, qui veut sortir de ça, et qui du coup oui effectivement elle est pas c'est pas une femme agréable, mais en même temps c'est parce qu'elle est au bout du rouleau. Et je trouve que ouais, David Van il le montre bien dans le truc, et j'aime beaucoup, enfin moi j'ai vraiment beaucoup aimé Komodo pour ça. Je trouvais que c'était vraiment ultra féministe, donc c'est cool. Voilà. Maintenant j'espère que la jeune fille et la mère vont aller dans la même direction. On verra. on verra. Voilà en tout cas pour celui-ci. Le 5 novembre. Alors celui-là j'aurais dû le mettre normalement, j'ai juste oublié. J'aurais dû le mettre dans les petits les poches et petits budgets là, mais j'ai zappé de le mettre. Donc il va là. Mais bon, c'est un jeunesse, hein. Il s'agit de Le Lys du ciel de Lee Gum-hee. Donc c'est oui, contrairement à ce que la couverture peut laisser penser, ce n'est pas un manhwa, c'est bien un roman. C'est un roman jeunesse qui sortira chez Albin Michel, donc dans leur collection jeunesse. Et dans cette histoire, on va suivre Miru, je pense que ça se prononce, qui à 12 ans va quitter Séoul. Elle vivait avec son père et elle va quitter Séoul pour s'installer avec sa mère dans un petit village de campagne qui s'appelle Champ de Lune. Je sais pas si c'est traduit, j'imagine, parce que je pense pas que le village est un nom français. Mais du coup voilà, a priori c'était pas son choix parce qu'elle est très en colère contre sa mère, elle est en colère contre le divorce de ses parents et contre la vie en général. Mais voilà, et du coup elle a plus envie de sortir de chez elle. Elle a pas, ça l'intéresse pas ce petit bled paumé là. Mais elle va quand même croiser la route de Sowi et de son ami Baou. Voilà, donc Sowi c'est une douce jeune fille et Baou c'est un jeune artiste discret. Et ils vont se lier d'amitié. Voilà, bon c'est un truc un peu mimes, c'est un roman un peu mimes, jeunesse. Mais voilà, apparemment c'est un gros best-seller, donc voilà, je vous l'ai mis, ça vous intéresse éventuellement pour vos enfants, ou même pour vous d'ailleurs. Bisous Malo, bisous, bonne soirée, bonne nuit. Voilà, pour celui-ci, petit truc un peu mimes quoi.
Le 5 novembre, toujours sortira le nouveau Lisa Jewell. Ne le laissez pas entrer. Bon, on va être dans du classique thriller domestique, hein, comme toujours avec cette autrice. Et donc là, le synopsis, donc ça sortira chez Hauteville aussi, toujours. Hein, voilà, donc le synopsis. Donc on va suivre Nina, dont le mari vient de mourir brutalement, on ne sait pas de quoi, et elle va rencontrer un autre homme qui s'appelle Nick. Il est doux, il est intentionné, voilà, ils vont peu à peu se lier, quoi. Une romance va se créer entre eux. Et il va s'installer dans sa vie. On nous dit que oui, voilà, il est parfait en tout point. Cependant, la fille de Nina, qui s'appelle Ash, se méfie. Voilà, elle est persuadée qu'il est trop parfait pour être honnête. Et donc, elle va fouiller dans le passé. Et elle va finir par le regretter, visiblement. Et en parallèle, dans la ville voisine, on suit Martha, qui voit son époux Alistair s'absenter de plus en plus souvent. Et un malaise va se passer. Elle se demande ce qui se cache. Voilà, donc on a deux histoires en parallèle. On ne sait pas comment elles vont se rejoindre. Bon, c'est classique, hein, c'est classique, mais voilà, ça peut être aussi une petite lecture sympa pour l'automne, je trouve. Donc je vous l'ai mis si ça vous intéresse. Toujours le 5 novembre sortira une petite BD par Lola Lafont et Pénélope Bagieux, rien que ça quand même, deux autrices qui ont largement fait leurs preuves, hein, l'une en tant que romancière et la deuxième en tant que BDiste. Dans cette histoire, donc ça s'appelle, pardon, j'ai oublié de dire le titre tête, ça s'appelle La Nuit retrouvée, donc par Lola Lafont et Pénélope Bagieux. Et ça sortira aux éditions Gallimard, donc dans leur collection BD. Et dans cette histoire, on est dans les Landes. Je dis ça parce que Jenny était en vacances dans les Landes. On est dans les Landes, et en fait, une nuit d'été, une mère de famille va confier à sa fille un secret. Voilà, et j'en sais pas plus, c'est tout. Le synopsis, c'est juste ça. Mais on nous dit sensibilité, finesse psychologique, humour tendre, Lola Lafont et Pénélope Bagieux conjuguent leurs talents dans un récit où l'émotion naît de la justesse. Voilà, je pense que ça va être un peu mimes, et en même temps c'est deux autrices qui sont quand même assez féministes, donc ça peut être très intéressant à ce niveau-là. Oui, synopsis, débrouillez-vous, c'est ça. Voilà, c'est un secret, on sait pas. Non, mais j'imagine que ça, c'est sûr, ça va parler de féminisme. À un moment ou à l'autre, c'est obligé, ça va parler de la condition des femmes, d'une façon générale, voilà. Bon, écoutez, je suis un peu curieuse, après je pense pas que je vais l'acheter, c'est quand même 25 balles, et puis j'ai tellement de BD dans ma wishlist, oh là là, je vous dis pas. Bref, voilà, en tout cas pour cette petite BD. Une autre BD qui sortira également le 5 novembre. Il s'agit de Périmée de Céline Gantner et Joël Alessandra, qui sortira aux éditions des Ronds dans l'eau. Et dans cette histoire, c'est une histoire qui me parle, puisque on va suivre... est-ce qu'elle a un prénom, cette héroïne? On ne sait pas. C'est vrai, ça n'a pas de prénom. Ah si, Juliette. On va suivre Juliette. Juliette qui alors, elle, en l'occurrence, elle est célibataire, mais elle veut un bébé, et à 44 ans, elle va se lancer dans une PMA en Belgique. Alors, une PMA IAD, c'est-à-dire avec un don de sperme anonyme par insémination. Je la vois, ça y est, je commence à plus en plus à perdre ma voix, pardon, désolée. Je vais essayer d'aller au bout. Même si son profil, on nous dit son profil biologique est ultra favorable pour son âge, mais elle va quand même vivre 5 inséminations sans suite. Du coup, elle part, comme elle peut plus en Belgique, elle part à Madrid, parce qu'effectivement en Espagne, la limite d'âge est un peu plus
grande. Mais malheureusement, le verdict va tomber. Ces ovocytes ne sont pas de qualité suffisante. Et donc, si elle veut faire un bébé, il va falloir un double don. Et du coup, voilà, en fait, suite à ça, elle se sent... Donc, elle a 46 ans après tout ça. Et elle se sent tout simplement périmée. Voilà, elle est périmée pour procréer avec ses propres gènes. Périmée, on nous dit, dans ses relations amoureuses, qui voudra d'une fille qui ne peut même plus offrir une descendance, et périmée en elle-même. Mais on nous dit aussi que ce n'est pas un récit pessimiste, il raconte la vie et les désirs d'une femme face à une réalité douloureuse pour elle, qu'elle va savoir transformer vers une voie différente et résiliente. Voilà, bon, moi ça me parle. Ça me parle un petit peu parce que j'ai toujours un projet de bébé, moi, mais pour des raisons X ou Y, c'est compliqué. Donc voilà, et ayant 43 ans moi-même, j'approche aussi, j'approche très rapidement de la date de péremption. C'est vrai que c'est horrible de se dire ça, quoi, parce que pour moi, je suis dans la fleur de l'âge et je me sens pas objectivement périmée, mais je me sens voilà, je me sens parfaitement à même d'avoir un bébé maintenant et de l'élever et tout ça, mais malheureusement la biologie fait que eh ben non, voilà, c'est chaud, hein. C'est compliqué, donc heureusement je suis pas très loin de l'Espagne. Bref, donc voilà, en tout cas pour cette petite BD, les dessins sont assez beaux, je trouve. Voilà. Je dis ça parce que je vois des planches. Ensuite, toujours le 5 novembre, alors là c'est une édition, une intégrale, en fait, voilà, qui va sortir. C'est Le poids des secrets de Aki Shimazaki qui va sortir en intégrale. Donc c'est un poids des secrets, c'est 5 tomes différents, 5 livres différents, dans lesquels Aki Shimazaki raconte, on va suivre en fait différents membres d'une famille dans différents mince. Oh, j'ai du mal à trouver mes mots, ça va. Je vais y arriver. Dans différentes périodes de l'histoire, voilà. Donc, on va suivre notamment Yukiko et Yukio qui se sont connus à Tokyo lorsqu'ils étaient enfants. Et en fait, voilà, notamment dans toute la première moitié du XXe siècle. Et puis après, on va suivre aussi d'autres personnes. Ils sont tous plus ou moins liés, un peu de la même famille. Et voilà, mais différentes périodes de l'histoire avec différentes thématiques. Voilà, moi, c'est une pentalogie que j'ai adorée personnellement. Et du coup, voilà, vous pouvez la retrouver en version intégrale. Au final, comme ce sont des petits livres, la version intégrale ne fait que, entre guillemets, 480 pages. Donc ça peut très bien se lire comme un livre normal. Voilà, après j'avoue le prix est un peu cher, mais en même temps c'est vrai que techniquement ça regroupe 5 livres, donc bon, voilà en tout cas. Le 5 novembre, toujours hein, c'est vraiment la grosse journée de sortie. Sortira Punk de John Keane aux éditions Cambourakis, édition que j'adore, hein, vous le savez. Et c'est un recueil de poèmes raconté donc par l'auteur qui est afro-américain et LGBT+, queer en tout cas, on ne sait pas exactement comment il se situe, mais voilà, il fait partie de la communauté queer. Et justement, il va raconter, donc on est aux États-Unis, il raconte un petit peu via ses poèmes en fait des membres de la communauté LGBT+, leur histoire. Alors ça peut être des personnalités de l'histoire américaine, des personnes faisant partie de sa propre famille, et aussi peut-être des inconnus aussi, je suppose. En tout cas, voilà, le but c'est de montrer l'Amérique queer
Et notamment aussi en période d'épidémie du sida. Enfin voilà, il va y avoir... voilà, on nous dit que c'est un hymne aux amours noirs et homosexuels. Donc ça va parler aussi de la communauté afro-américaine. Voilà, donc ça a l'air très très bien. Je suis pas spécialement fan de dessin de la couverture, mais ça a l'air vraiment bien. Voilà, et c'est évidemment, c'est non seulement du on voice, mais c'est un petit peu autobiographique aussi, hein, donc voilà. C'est tout à fait... moi j'ai de plus en plus envie de lire de la poésie contemporaine en fait. C'est vrai que le peu que j'ai lu, je vois que j'ai lu de la poésie contemporaine, j'ai beaucoup aimé, donc ça peut complètement m'intéresser. Voilà. Et je crois que c'est le dernier, oui, c'est le dernier du 5 novembre. Sortira Le sang des étoiles d'Elisabeth Lim chez Rajo. Alors Elisabeth Lim, peut-être vous la connaissez avec sa saga des 6 couronnes écarlates. Et là c'est une nouvelle saga, ou même pas, je me demande si c'est pas un one-shot d'ailleurs. Je pense même que c'est un one-shot. En tout cas voilà, c'est pas du tout un tome de la saga des 6 couronnes écarlates. Dans cette histoire, on va suivre Maya qui travaille comme couturière. Oui, j'ai dit ça sorti chez Rajo. Qui travaille comme couturière dans l'atelier de son père. Et un jour, un messager royal va convoquer son père justement à la cour. Mais comme son père est malade, Maya va décider de se faire passer pour son fils et de s'y rendre à sa place. Bon, très classique. C'est très très classique hein, dans les œuvres de fantasy asiatiques, d'avoir des meufs qui sont passées pour des mecs. Hein. C'est tellement le patriarcat, quoi. Voilà, elle est prête à risquer sa vie pour réaliser son rêve de devenir le tailleur impérial. Voilà, puisqu'en fait, il a été convoqué pour ça parce c'était un tailleur de renom, son père. Mais le truc c'est qu'elle va se retrouver en compétition avec 11 autres tailleurs. Voilà, ils sont 12 à être en lice pour devenir le tailleur du roi. Et évidemment ils vont avoir un défi de taille puisqu'il s'agit donc de coudre 3 robes magiques pour la future mariée de l'empereur, mariée réticente d'ailleurs, c'est précisé dans le truc. Visiblement mariage forcé, à partir du rire du soleil, des larmes de la lune et du sang des étoiles. Et ben génial, c'est tellement facile. Et en plus on nous dit que la tâche va se compliquer encore lorsque Maya va attirer l'attention de l'enchanteur de la cour qui s'appelle Edan. Bah oui, j'imagine la romance bien sûr, parce que évidemment Edan il a compris qu'elle était une femme, en tout cas il semble l'avoir compris, voilà. Bon, j'avoue, il y a tous les clichés, effectivement, oui, complètement, il y a tous les clichés, mais ça a l'air trop bien quand même. J'ai tellement aimé 6 couronnes écarlates, putain, je serais capable de lire celui-là plutôt que de lire la suite, je suis trop con, mais j'ai trop envie de le lire, là, voilà. Et il me fait trop... C'est la couverture, elle a l'air magnifique, je sais pas s'il va y avoir... là, c'est une sortie en brochet, je sais pas s'il va y avoir une sortie en hardback. J'ai pas trouvé comme 6 couronnes écarlates quoi. Voilà, mais en tout cas la couverture est magnifique comme d'habitude. Voilà, ça fait quand même très très envie. Bon, il y a pas mal de trucs qui ressemblent un petit peu quand même à 6 couronnes écarlates, la compétition, tout ça, ouais, un petit peu. Mais bon, je pense qu'elle aime bien ça. Voilà pour celui-ci. Et donc on passe enfin au 6 novembre, sortira Le bruit et la fureur de William Faulkner, une nouvelle traduction évidemment. Je pense que c'est un classique, hein, vous le connaissez tous. Nouvelle traduction de Gallimard. Donc je pense que c'est le même, ils le mettent pas évidemment. Je pense que c'est le même que Des souris des hommes, que les œuvres de... Merde. Ah, j'ai de Steinbeck, voilà. Putain, j'ai du mal. Hein. Et je cherchais l'autre, c'est Les raisins de la colère. Voilà, je pense que c'est le même traducteur, je suppose, parce que c'était chez Gallimard aussi, du monde entier. Hein. Merci, merci Karine. Putain, j'ai du mal hein, aujourd'hui. Hein. Oh là là. Ah si, c'est Charles Recourcé, voilà. Bah oui, je pense que c'est lui. Hein. Oui, c'est lui. Charles Recourcé.
Voilà. Donc voilà, nouvelle traduction. Et donc dans cette histoire, on est aussi, alors on n'est pas dans la Grande Dépression, on est juste avant le crash de 29 là, en 1928. Dans un comté imaginaire, on nous dit du sud des États-Unis, où la famille aristocratique des Compson se déchire sous le regard dépité de ses domestiques. Donc c'est un roman choral puisqu'on va suivre 4 personnages. Donc Benji, le petit dernier, qui reste enfermé dans l'enfance, qui ne cesse de hurler. Jason, le cadet, qui est cynique et qui a l'âme vengeresse. Quentin, l'aîné, qui est l'âme torturée de la fratrie et qui est follement épris de sa sœur Caddy. Putain. Je suis déjà en train de lire un truc avec de l'inceste. J'en peux plus. Inceste entre frères et sœurs. Et Dilce, leur vieille servante qui observe le tout avec une grande sagesse. Voilà, on nous dit considéré comme l'un des meilleurs livres de la littérature anglophone. Je sais pas pourquoi il m'a jamais tenté celui-ci, mais c'est vrai que ça pourrait être un truc à découvrir quand même. Oh oui, donc c'est bien Charles Recourcé qui apporte une clarté inédite et une fluidité qui rendent la lecture plus magnétique que jamais. Donc avec une préface du traducteur et un appendice exceptionnel de William Faulkner, rédigé 17 ans après la parution originale. Voilà, vous savez tout. Vous savez tout pour cette nouvelle traduction. Oui, ça peut être une occasion du coup de découvrir cette œuvre. Voilà, je pense que ça peut être intéressant. J'imagine que ça a parlé du crash de 29. À un moment donné, si ça se passe en 28, c'est pas pour rien, je pense. Ensuite, le 6 novembre, toujours on change de style, le nouveau Barbara Abel, Ici s'arrête le monde, qui sortira donc chez Récamier, dans leur collection Récamier Noir. Donc le nouveau Barbara Abel, j'aime beaucoup la couverture. Dans cette histoire, on est à Bruxelles. Un samedi de septembre, dans une famille recomposée, où il y a pas mal de friction en fait, voilà, ils vivent leur vie comme ils peuvent, et puis tout à coup il va y avoir des explosions et Bruxelles va basculer dans le noir. Je sais pas si c'est un truc tiré de faits réels ou quoi, je sais pas, parce que il y avait eu des attentats à Bruxelles, mais je crois pas que ça a fait un blackout. Je crois que c'est un peu un post-apo, pré-apo. J'avais pas lu tout le synopsis. Et donc on va suivre cette famille recomposée. C'est Hélène, Raphaël et leurs enfants qui vont devoir quitter la ville dévastée pour survivre. Ah ouais, des bombes. Ok, donc en fait c'est une attaque apparemment. Ils doivent échapper aux bombes. Et en fait, on nous dit, mais quand les failles de chacun s'invitent au cœur de cette famille, l'ennemi n'est pas toujours au dehors. Je m'attendais pas à ça de Barbara Abel, qu'elle nous fasse un truc un peu... Enfin, c'est pas post-apo, mais si un petit peu quand même, quoi. Qui reprend un peu les codes de ça. Ok, bon, écoutez, moi je suis pas désintéressée parce que moi il y a beaucoup de trucs de Barbara Abel que j'ai bien aimé, ça fait partie de mes petits plaisirs coupables aussi, hein. Donc je suis assez curieuse à voir selon les avis des gens. Donc voilà, le 6 novembre toujours sortira Jusqu'au plus profond des astres de AJ Twice. Alors AJ Twice, hein, qui sont en fait, malgré ce que le nom indique, c'est en fait un couple de Français. Ça m'a fait rire. Parce qu'en fait, j'aurais même pas fait gaffe. Enfin si, j'aurais fait gaffe parce que je regarde toujours la nationalité des auteurs. Mais du coup, quand j'ai vu auteur avec un S, je me suis dit, tiens, est-ce que c'est des femmes, des hommes je vais aller voir. Et j'ai vu couple qui habite à Grabel. Alors Grabel, c'est à côté de Montpellier, donc c'est pas loin de chez moi. Ça m'a fait rire quand j'ai vu Grabel. C'est vraiment le bled que tu vas voir nulle part. Ah d'accord. Ah, d'un coup, ça fait moins rêver. Oui, AJ Twice. Oui, habite à Grabel.
Bon. Bon, toujours est-il que ça sortira chez Gulfstream. Et en fait, moi, ce qui m'a interpellée, c'est que voilà, on a créé une nouvelle catégorie, visiblement, je ne connaissais pas. C'est la scientasy, la scientasy, en français, c'est-à-dire la fantasy. J'imagine que c'est un mix, enfin que c'est de la, non, j'allais dire mix entre SF et fantasy, mais je dirais plus de la fantasy qui parle de science. Je pense que c'est ça. Est-ce que du coup, à mon avis, il y a plein d'autres livres qui pourraient être qualifiés comme ça, mais ok. Et en même temps, c'est de la Dark Academia. Bon, écoutez, moi je suis curieuse. Donc dans cette histoire, on va suivre un jeune et brillant astronomiste qui va s'associer à une mystérieuse journaliste pour lever le voile sur la disparition de son amour perdu. Donc c'est Linus qui est astronomiste, qui est donc en deuil depuis que sa fiancée, qui était archéologiste à l'Académie de Scientasy de Lockford, donc sa fiancée a disparu lors d'une expédition. Bon, en fait, voilà, elle est pas morte, hein. Enfin, en tout cas, on ne sait pas si elle est morte, mais voilà. Justement, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Et donc, il cherche un moyen de la retrouver. Et un jour va arriver Diana, qui est exploraliste. Ouais, alors ce truc invente des métiers. Hein. Archéologiste, c'est pas archéologue, hein, c'est archéologiste, exploraliste, astronomiste. La personne veut créer des mots en ist, visiblement. Ils ont tous les deux un prénom qui commence par A, deux fois. Ah, je sais pas. Attends. Je me souviens plus comment ils s'appellent. Attends, je regarde. Je me souviens plus de leur nom. C'est Alric et Jennifer Twice. Donc voilà. C'est d'où le... C'est marrant parce que même leur prénom ne sonne pas français, quoi. En fait, c'est ça qui est drôle. Je pense pas que ce soit leurs vrais noms de famille, si. Peut-être. Après, peut-être qu'ils sont américains, qui vivent en France, hein. Mais ouais, réside à Grabel dans l'Hérault. Peut-être sont américains de base. C'est vrai que j'ai pas regardé. J'ai pas été plongée dans leur biographie. J'ai juste vu qu'ils habitaient à Grabel. Je fais ok. Attendez. Est-ce qu'ils sont américains de base? Non. Bercé dans l'enfance, fan de la première d'Harry Potter. C'est original. D'animé, amateur de musique épique de l'époque victorienne et de jeux vidéo narratifs. Oh putain. Ce qu'on appelle des choufins, les deux. Ces trentenaires originaires respectivement de Paris et de Montpellier. Ouais, bon, d'accord. Ils sont pas du tout américains. Pourquoi ils s'appellent Twice? Je sais pas leur vrai nom. C'est pas leur vrai nom. Ils s'appellent pas Twice. Te fous pas de ma gueule. Respectivement originaires de Paris et de Montpellier. Ok. Nanana. Ah oui, donc c'était eux qui ont écrit La passeuse de mots. Ça doit vous parler peut-être. La passeuse de mots. C'était une saga qui a pas mal marché. Ouais, bon, en tout cas, ça a l'air quand même original. Donc oui, du coup, Diana, j'en étais là. Diana qui est donc exploraliste en quête de rédemption, chargée d'écrire à son sujet. Donc le sujet de la nana disparue, j'imagine, ou de lui qui fait son deuil, je sais pas. Et du coup, elle va être happée par les mystères qui hantent les lieux. Donc, quel lieu? L'Académie? Le lieu où il habite, on sait pas. Lettre tardive, apparition fantomatique, et elle va être rejointe par Santino Rossini, qui est un ami précieux du couple d'académiciens qui s'était éloigné et qui revient. Ok. Et donc, du coup, voilà, j'imagine qu'ils vont enquêter sur la disparition de l'autre. Et on nous dit que ça va parler d'amour. J'imagine qu'il va y avoir une romance. Super, t'as vite oublié ta fiancée. Ça va parler d'élitisme intellectuel et de résistance féminine. Et j'aime pas quand on dit féminine au lieu de féministe, mais bon. Voilà. Le temps est compté car une ombre rôde menaçant d'engloutir tout ce qui reste de lumière. Bon, voilà. Bon, c'est très pareil, il y a beaucoup de clichés, mais je suis très interpellée par ce côté Scientasy, là, Dark Academia, tout ça. Voilà. Je sais pas. Faut voir. Après, c'est cher, hein. 27,50 €, putain. C'est de pire en pire, hein,
Il y a, voilà, est-ce qu'il est... tiens, j'irai voir à Cultura, quand il sera sorti, je regarderai où c'est qu'il a été imprimé. S'il a été imprimé en France, ok. Après, il fait 760 pages aussi, hein, c'est un beau bébé. Hein. Beau bébé quand même. Hein. Voilà. Bref. Voilà en tout cas pour celui-ci. Le 6 novembre toujours sortira un petit young adulte qui s'appelle Juste une fille de Élise Giraudot qui sortira aux éditions Solaire. T'achètes plus de HB? Ah, de hardback. On se fait trop entuber. Oui, je suis d'accord. Moi, j'achète quand vraiment j'ai envie de le lire et que c'est vraiment une très belle édition, mais à chaque fois, je le lis en e-book. C'est vraiment pour faire un bel objet dans la bibliothèque. Hein. Donc, dans cette histoire, on va parler de frères et sœurs. Puisqu'on suit Vanille et Kale qui entrent tous les deux en école d'ingénieur. Je sais pas s'ils sont jumeaux, je suppose. Voilà, donc ils entrent dans la même école d'ingénieur. Du coup, ils vivent une vie étudiante classique. Sauf que dès la rentrée, Vanille a l'impression d'être marginalisée à cause de son côté studieux, de son refus de boire de l'alcool, sa discipline sportive, etc. Bon, ça, c'est pas étonnant qu'elle soit marginalisée à cause de ça, malheureusement. Et son copain, en plus, elle a un petit ami aussi avec qui elle est en relation longue distance. Il finit par plus trop lui répondre. Et même son frère s'éloigne d'elle parce qu'il est attiré par les sirènes de la popularité et obnubilé par son objectif, être élu au bureau des élèves pour sa 2e année. Je croyais qu'ils entraient. Ah, peut-être que si ça se trouve, lui, il était déjà là depuis 1 an et elle arrive. Bon, c'est pas très clair. Et donc pour ça, il faut qu'il sympathise avec les bonnes personnes et qu'il prenne les bonnes initiatives et même se compromettre un peu au passage et rogner sur ses convictions. Et du coup, voilà, le frère et la sœur vont être éloignés petit à petit par leurs aspirations différentes. Et en plus, il va y avoir des péripéties qui vont arriver, tout ça. Bon voilà, si vous avez envie de lire une histoire d'étudiants, moi ça me fait un peu penser à... Ça me fait penser à Nos plus belles années, mais je sais pas, ça me fait penser quand même pas mal. Parce que là, dans Nos plus belles années, c'était 2 amis. Là, c'est un frère et une sœur, mais c'est un peu la même thématique, je trouve. C'est un peu la même thématique, mais je pense pas que ça va être les mêmes... Je pense pas qu'on va avoir la même histoire dedans. Bon, à voir. Voilà pour celui-ci. Liseuse directe, ouais, je suis d'accord. Hein. Je suis d'accord. Mais après, moi, je te dis, c'est vraiment pour l'objet. Après, voilà. Toujours le 6 novembre sortira le livre des vies, Mémoire écarlate, de Margaret Atwood, qui est tout simplement son autobiographie, qui sortira chez Robert Laffont dans leur collection Pavillon. Et voilà, hein, en fait, elle va raconter son parcours depuis son enfance. Donc on nous dit depuis la petite fille vivant dans les forêts du Québec jusqu'à l'autrice devenue une icône mondiale de la lutte pour les droits des femmes. Après... Pardon, hein, je suis très fan de La Servante écarlate et tout, mais Margaret Atwood n'a jamais été une grosse militante féministe non plus. Donc ces derniers temps, elle est un peu portée au nu parce qu'il y a eu la série et tout ça, et je pense que du coup, elle s'est un peu... elle s'est pas mal exprimée là-dessus, donc oui, elle est féministe et tout ça. Après, voilà, elle a ouvert sa gueule assez récemment, on va dire. Voilà, ça n'a jamais été la grosse militante féministe qu'on imagine, hein, faut pas croire non plus. Mais voilà, bon après moi j'aime beaucoup Margaret Atwood hein, malgré tout, mais je suis pas sûre d'avoir envie de me coltiner 600 pages de son autobiographie honnêtement, mais je l'ai mis parce que bon voilà, c'est vrai que c'est un peu une icône quand même, et puis et voilà, ouais, ouais, toi non plus, tu vois, c'est bon, 26 boules en plus, bon voilà, c'est très bien, c'est pourquoi pas, hein.
pourquoi pas, mais voilà. Puis je l'ai mis. C'est Margaret Atwood. Ça peut être intéressant quand même. Voilà. Voilà pour celui-ci. En tout cas, le 6 novembre, toujours. Alors, c'est très marrant. Donc, sortira Le loup qui te mangera de Coralie Cojol, qui sortira chez Erol. Et c'est marrant parce que ça parle aussi de frères et sœurs. Et en fait, je suis en train de me dire, mais attends, solaire, c'est l'anagramme de Erol. Est-ce qu'on serait pas dans le même truc? Mais bon, c'est bizarre parce que là, on est aussi dans un young adulte. Pourquoi est-ce qu'ils auraient fait une collection young adulte qui s'appelle Solaire et rester en young adulte avec Erol? Mais en même temps, c'est vrai que ce serait logique d'avoir une anagramme solaire. Ça, en plus, à l'audio, tu entends solaire AIRE, pardon. Alors que c'est solaire, voilà. Mais je sais pas. Du coup, je suis pas allée me renseigner plus en détail, mais la coïncidence est un peu trop grosse, quoi. Solaire, Erol, bon. Bref, parce que Solaire, c'est une toute nouvelle maison d'édition. C'est quand même marrant. C'est vraiment l'exact anagramme, quoi. Et là, en plus, ça parle de frères et sœurs aussi, puisque donc on va suivre donc Nathan, qui est le fils dont chaque parent rêve. Il vient d'être bachelier. Il s'apprête, en plus pareil, un jeune étudiant aussi, il s'apprête à entamer de brillantes études. Mais le problème, c'est que, voilà, bon là, c'est un peu plus poussé que l'autre, hein, puisque on va l'arrêter pour le meurtre de Ambre, son amie d'enfance. Et évidemment, son monde s'écroule, ses parents sont complètement hébétés. Et sa sœur Roxane, qui a 16 ans, qui est elle est un peu inadaptée au système scolaire. Et donc, voilà, elle a toujours été dans l'ombre de son frère, en fait. Et elle sait que, voilà, on l'aime moins. Alors peut-être parce que c'est une fille, parce que c'est la deuxième, on sait pas. Mais en tout cas, voilà, elle sait que Nathan a toujours été vraiment le fils prodigue, quoi, alors que elle, rien à carrer. Et en plus, ils ont jamais, pareil, il n'y a jamais eu de lien entre le frère et la sœur. Mais et du coup, voilà, elle va s'interroger parce que évidemment, les parents sont persuadés de l'innocence de Nathan. Roxane, elle, c'est pas dit. Et voilà, en gros, le synopsis est un peu pas très clair, donc voilà, on sait pas trop, mais je pense que ça va tourner beaucoup à justement, est-ce que Nathan est coupable, quelles sont les relations qu'entretiennent cette famille. On dit que ça va parler d'injonction à la virilité, de rumeurs autour de ce que devrait être une bonne victime. Du coup, voilà, je pense que ça peut être féministe, effectivement, ça peut être très intéressant. Voilà, c'est tout à fait le genre de young adulte qui peut m'intéresser, pour le coup. Voilà. À voir. Peut-être intéressant. Oui, je pense que ça va être un peu le truc de, oui, mais Ambre, c'était pas une fille sympa et tout ça, et donc du coup, alors que Nathan, lui, c'est le gendre idéal, donc du coup c'est pas très grave qu'il l'ait tué, ça va être un peu ça, quoi. Ouais, c'est la même maison d'édition. Comment que ça se fait? Ok, merci Karine d'avoir vérifié. Toujours au top. Comment que ça se fait c'est bizarre quand même de sortir dans deux éditions différentes. Alors c'est quoi la différence avec Solaire? Peut-être c'est un peu plus gentillé chez Solaire, un peu plus jeunesse, un peu plus ado que young adulte, peut-être. Je me pose la question, pourtant c'est des étudiants aussi. Je sais pas, bizarre. Bon, en tout cas voilà, écoutez, jeunesse, oui, d'accord, ok. Donc Solaire, c'est plus mignonné. Là, effectivement, ça a l'air d'être un peu plus... c'est du young adulte aussi, mais ça a l'air moins gentillé, quoi, effectivement. Ok. Très bien, écoute, voilà. C'est dit. On passe au 7 novembre avec un recueil de nouvelles
qui s'appelle L'étrange féminin, et donc c'est écrit par un collectif d'autrices. Donc il y a Caroline Audibert, Clara Dupuis-Morancy, Hélène Frappa, ça me parle ça, Bérangère Cournu, je pense, je vois pas très bien, donc Marie Cosnet, Karine Serre, voilà, ouais, c'est les 6, et avec des illustrations de Jérôme Minard, en l'occurrence. Donc c'est un recueil de nouvelles illustrées, et donc donc 6 autrices de la littérature française contemporaine vont explorer l'étrange. Voilà. Donc ça va parler notamment, alors ça va parler de, alors j'ai peur que ça soit un peu féminin sacré, mais bon, ce qu'on nous dit, 6 voyages à travers l'envoûtement du féminin, de la nature et de la création. Déjà, pour moi c'est un peu red flag, mais ok. 6 immersions dans les mystères du monde et de l'intime, 6 aventures épousant les reflets profonds de l'ombre. 6 expériences comme autant d'incantations pour l'obscurité, la sorcellerie et la littérature. Voilà. Bon, écoutez, je sais pas. Ça sortira aux éditions du Typhon. Je sais pas. Voilà, si c'est pour avoir du féminin sacré, je suis pas sûre, mais bon, je regarderai s'il y a des avis quand il sortira. Voilà, un petit recueil de nouvelles en tout cas. Où suis-je ? Je suis là. Donc le 7 novembre, toujours, alors c'est rare que je mette des documentaires, mais voilà, je me suis dit que ce serait intéressant quand même. Donc sortira Grandir sans tabou, guide pour parler sexualité avec les enfants. Pourquoi ils mettent ça alors que c'est pas marqué sur la couverture? Mais ok, comment parler de sexualité avec les enfants? Voilà, très précisément, c'est mieux. Qui sortira donc aux éditions La Déferlante, et en fait c'est un peu le même principe que le guide du zizi sexuel, sauf que un peu plus sérieux je pense, et un peu plus féministe surtout. Voilà, puisque on nous dit donc les enfants se posent 1000 questions sur l'amitié ou l'amour, sur la sexualité, sur leur corps qui change. Quand elles surgissent, on est souvent prise au dépourvu. Peur d'en dire trop ou pas assez. Ouvertement féministe, ce guide s'adresse aux adultes qui souhaitent engager un dialogue avec les enfants sur ces sujets cruciaux, à la fois pratiques et politiques, nourris d'exemples concrets, de ressources commentées et de points de vue d'experts et d'expertes. Il donne des clés qui permettent de répondre avec justesse et confiance pour que les générations à venir puissent enfin espérer grandir sans tabou. Voilà, ça a l'air très très bien. Voilà, si vous avez des enfants, je pense que ça peut être intéressant, voilà, de lire ça pour savoir effectivement comment parler sexualité avec eux. C'est cool, très très cool. Voilà. Le 7 novembre toujours. Alors celui-là, il m'a vraiment intrigué de fou. Je suis pas sûre que je l'aurais mis si j'avais eu beaucoup de sorties, mais je sais pas, il me rend très très curieuse. Donc c'est une BD, même si c'est une BD sans texte. Donc en fait, je vous lis littéralement ce qu'il y a écrit, hein, ça sera plus clair. Donc des couloirs, des tunnels, des espaces vides, aucun personnage, aucun texte, pas de scénario ni de crayonné. Les dessins se suivent sans raconter d'histoire. Case après case, le lecteur, ou plutôt le spectateur, est entraîné dans un parcours qui obéit à une logique stricte. Ah oui, oui c'est vrai, pardon, l'auteur. L'auteur c'est Frédéric Véry. V-E-2-R-Y. Ah oui c'est vrai, l'auteur n'est pas marqué sur la couverture, pardon. C'est Punition de Frédéric Véry, qui sortira aux éditions La 5e couche. Aussi, voilà. Et oui, c'est vrai qu'il n'y a pas l'auteur. VE2RY. Le lecteur ou plutôt le spectateur est entraîné dans un parcours qui obéit à une logique stricte. Les règles qui structurent les déplacements, l'ordonnancement des lieux et les dessins résultent d'un protocole contradictoire à la fois pénible et libérateur. Pénible par l'aspect répétitif des images et compulsif de l'écriture graphique. Libérateur parce que les contraintes laissent toute la place au dessin et permettent à l'auteur d'explorer un monde en même temps qu'il le crée. Ça a l'air ultra intriguant. Ça a l'air d'être un truc un peu puzzle, un peu escape game, là, où tu dois résoudre des trucs pour avancer, je sais pas, c'est trop bizarre. Je sais pas. Ou alors, tu subis peut-être le truc. Voilà, c'est un peu comme la Maison des Feuilles, mais en version juste image. Je sais pas du tout. Franchement, quand elle sortira cette BD, j'espère qu'elle sera à Cultura parce que je veux trop aller la feuilleter en fait.
Je veux trop voir quel est le concept. Je suis très très curieuse de ce concept. Voilà. Chelou. Bon, écoutez, voilà. Ah oui, oui, non, mais moi, j'achèterai pas, effectivement, sans regarder d'abord. Justement, je veux voir exactement ce qu'il en est de ce concept. Ouais, répétitif, ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Donc oui, oui, moi, j'irai feuilleter, hein, carrément, pour voir ce que c'est. Ensuite, on saute directement au 13 novembre. Purée, est-ce que j'aime pas la couverture? Sortira Les Garçons Invisibles de Holden Shepard. Franchement, la couverture, ça fait tellement romance MM, écrite par une femme, là. Pourquoi ils ont mis cette couverture? Enfin bon, après, voilà, mais... Juste l'image choisie est fait très romance, quoi. Donc dans cette histoire, on va suivre. Alors c'est Holden Shepard, c'est un homme, hein, donc c'est du on voice. Hein, je précise, c'est vrai que j'avoue, je peux pas moi les romances gays écrites par des femmes. Bon. Dans cette histoire, donc tiens, il va être disponible en audio. C'est la première fois que je vois un Akata. Donc ça sortira chez Akata dans leur collection Young Novel. C'est la première fois que je vois un Young Novel disponible en audio. Bah c'est cool, ma foi, tant mieux. Donc on va suivre le quotidien d'adolescents gays dans la province australienne. Donc c'est un roman choral qui va explorer la complexité de l'identité gay rurale. On nous dit avec une honnêteté aussi déstabilisante que douloureuse, mais d'autant plus essentielle. Donc on va suivre Zeke, je suis pas sûre ou Zik, je sais pas comment ça se prononce, qui est un intello de famille italienne. Alors c'est pas du tout un prénom italien, hein, cela dit. Charlie, le punk du lycée, et Hammer, qui est un aspirant footballeur à l'ego surdimensionné. Donc ils ont rien en commun. Mais quand on y regarde de plus près, on découvre 3 adolescents qui cherchent comment vivre leur homosexualité dans une société où elle est invisible. Zik. Ah oui, pour toi c'est Zik. Ok. Oui, ça paraît logique, effectivement. C'est Z-E-K-E, hein, je précise. Donc on est à Geraldton, petite ville de la côte ouest de l'Australie, et donc rien ne doit venir perturber l'équilibre et le calme. Et donc quand Charlie est sur le point de coucher avec un homme marié, tout va basculer. Et le truc, c'est qu'il va être outé par la femme de l'homme avec qui il va coucher, et donc il va devoir assumer son identité publiquement, et l'engrenage va être lancé. Voilà, ça a l'air bien, hein. Ça a l'air bien parce que, bon, déjà c'est du on voice, ça se passe en Australie, dans un milieu rural. Ça peut être vraiment intéressant, voilà, de découvrir un peu comment ça se passe par là-bas, même si j'imagine que ça doit pas être bien différent de nos milieux ruraux à nous, hein, honnêtement, mais voilà. Voilà, en tout cas. Et puis bon, je sais que Akata, ils font toujours des très bons choix de parution, hein, en général. Donc voilà, je l'ai mis. Par contre, pardon, mais est-ce qu'on parle du prix là? Parce que bon, Akata, c'est du young adulte, hein. C'est du young adulte. Ça a toujours été, jusqu'à présent, ça a toujours été 19 €. Hein. Là, on est passé à 23. Hein. Le truc a pris 4 balles d'un coup, hein, quand même. Hein. Je veux bien qu'il y ait l'inflation. Mais bon, en général, les young adultes, ils sont restés en dessous de 20 € quand même. Hein. Ah, on est à 23 balles. Hein. C'est pas du hardback. Hein. Pouah. Franchement, franchement, c'est vraiment abusé à Akata. Là, vous déconnez, hein, par rapport au prix. Hein, vraiment. Hein. Bref, bon, en tout cas, voilà pour celui-ci. Le 13 novembre, toujours sortira une BD qui s'appelle Ras le viol, écrite donc par Esther Meunier et illustrée par Léa Castor. Et donc, on va parler évidemment des violences sexuelles, vous l'aurez compris. Voilà, le sous-titre c'est Faire mieux collectivement contre les violences sexuelles. Et donc, on va parler des violences donc
sexuelles qui sont dans nos quotidiens, dans l'actualité, dans nos discussions personnelles et même professionnelles. Donc on va parler de culture du viol, de culture de l'inceste, de l'omerta, de l'impunité et donc du sentiment d'impuissance généralisée qui persiste puisque voilà, il y a pour l'instant aucune solution qui a été trouvée contre tous ces problèmes-là, hein, même au niveau de la justice. Et donc en fait, Esther Meunier et Léa Castor ont décidé de s'allier pour enquêter. Alors Esther Meunier est journaliste et Léa Castor est autrice de BD et illustratrice, et elles ont décidé de s'associer pour enquêter et restituer des pistes de solutions en dessin. Donc l'objectif, c'est de faire réfléchir le plus de personnes possible voilà, pour lutter contre les violences sexuelles. Et donc elles vont aborder l'éducation, la mixité, la sensibilisation au grand public, avec des activistes féministes diverses, du planning familial de #NousToutes, ou encore du Moisi Collectif, des chercheurs et chercheuses et des professionnels de santé pour réfléchir aux moyens de prévenir ces violences, de gérer leurs conséquences, d'améliorer la justice et l'accompagnement des victimes. Voilà, bon, ça a l'air très très bien. Ça a l'air très très bien. J'aurais regardé aussi avec des exemples de planches. Et voilà, avec notamment des statistiques, des trucs comme ça. Donc ça a l'air... voilà, 73% des plaintes pour violences sexuelles sont classées sans suite. Voilà. Ça a l'air très très bien. Typiquement, BD, je pense qu'on peut largement conseiller, à mon avis, sur ce sujet. Voilà, même si, ouais, c'est pas donné 25 balles pour 160 pages, mais bon. C'est pareil, les BD, ça s'envole les prix, hein, c'est grave. Hein. Putain. Bref, et donc ça sortira chez Hachette. Le 13 novembre, toujours une autre BD. Alors, je suis pas forcément fan des auteurs, mais la BD m'a intriguée quand même. Ça s'appelle Le Village, et donc c'est écrit par Nico Takian et Franck Tillier, illustré par Kurt. Et bon, il y a aussi Camille Kochanski, lui, je sais pas ce qu'il fait dans cette histoire, à moins que ça soit lui, Kurt. Je sais pas. Si au moins c'était pour mieux rémunérer les auteurs. Ouais, c'est pas le cas, Odeya, on est d'accord. Hein. On est d'accord. Hein. Donc, dans cette histoire, en fait, on va suivre une enquêtrice. Une enquêtrice qui va découvrir un village capable de faire disparaître des populations entières, qui apparaît et disparaît à travers les âges. Voilà, donc en fait elle va enquêter, donc elle est un peu visiblement un peu spécialisée dans tous les trucs un peu à la fois scientifiques et ésotériques et horrifiques du coup. Voilà. Et ça, franchement, j'avoue que ça m'a intrigué cette histoire de village là. Voilà, alors je suis pas... voilà, je suis pas... Alors Franck Tillier, j'aime bien, pas tout. Pas tout. J'ai aimé par le passé, en tout cas, certains trucs. En tout cas, c'est one shot. J'aime pas du tout sa saga Charcot. Nico Takian, voilà. Mais bon, j'avoue, je suis très très intriguée. Alors, ça sortira chez Delcourt. En plus, Delcourt, moi personnellement, c'est une édition qui me déçoit rarement au niveau bande dessinée. On va pas se mentir. Du coup, voilà. Je suis très curieuse de cette histoire de village, j'avoue, voilà, c'est tout à fait le genre de truc qui me plaît. En plus, j'aime beaucoup la couverture de la BD, clairement, voilà. Bon, là, elle est un petit peu moins chère, en plus, 20 balles. Voilà, pas impossible qu'elle aille dans ma wishlist, celle-là. Voilà pour celle-là, en tout cas. Ouais, ça a l'air très très bien. Typiquement, BD à acheter dans un salon, ça. Faire dédicacer. Bref. On passe au 14 novembre avec une œuvre qui m'intrigue aussi. Il s'agit de Aïcha de Fadjité. Je sais pas sûr de la prononciation. Alors c'est... Putain, d'ailleurs, j'ai même pas vu si c'était un homme ou une femme. Attendez. Je vérifie. Donc c'est chinois, hein. C'est chinois. Voilà. J'étais partie sur... Ah oui, il s'appelle... En fait, son prénom, c'est Zhang Jing. C'est une femme. Fadjité.
Voilà. Donc c'est une femme, c'est une autrice. Donc c'est Aïcha, Conte d'amour et de massacre. Donc c'est un tome 1. Alors je ne sais pas combien de tomes il y aura, tout simplement parce que c'est un peu enfin je sais pas si c'est un webtoon, mais en tout cas ça a été publié sous forme de chapitres avant ça. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas, aucune idée de combien de tomes ça va faire. Ça sort en version hardback, bon 30 boules le machin, hein, voilà, mais en même temps oui, bon, un beau magnifique hardback qui fait 416 pages, mais quand même 30 boules quoi. Je sais pas, en plus je sais même pas si c'est en couleur. Je ne sais pas préciser. Si c'est bien un webtoon à la base, effectivement, c'est bien un webtoon. Mais par contre, ouais, je sais pas si ça va être en couleur. À ce prix-là, j'espère que c'est en couleur, hein. Mais je pense que oui, parce que les manhwas coréens sont en couleur. Je pense que c'est en couleur aussi. Les dessins ont l'air super beaux. Je regardais un petit peu les commentaires en plus des gens qui avaient lu le truc là. Apparemment les dessins sont vraiment magnifiques. Là j'ai pas de planche donc je ne sais pas comment c'est à l'intérieur. On va peut-être dire de quoi ça parle hein, aussi. Donc on va suivre Aïcha et Aïda qui sont des jumelles endeuillées par la perte de leur mère et qui vont voir leur vie bouleversée lorsque leur père annonce son remariage. Bon, ça fait un peu Cendrillon, sauf que là c'est elles les jumelles. C'est elles les belles-sœurs. Et donc là en fait justement une belle-mère va se ramener et elle a avec elle 3 fils et donc ils vont tous s'installer dans le manoir familial. Donc les jumelles sont totalement méfiantes et surtout bah voilà elles se disent bon la meuf elle se ramène avec 3 fils, c'est pas bon pour notre héritage forcément. Et du coup, elles vont multiplier les stratagèmes pour se débarrasser des intrus. Mais le problème, c'est que leurs efforts s'avèrent vains face à la détermination de la nouvelle famille à s'enraciner dans leur demeure. Et Aïcha, en particulier, elle est... Enfin, en particulier, c'est pas la nouvelle famille, hein, vous l'aurez compris, c'est l'une des jumelles. Donc Aïcha, elle est passionnée de littérature. Et elle ne peut s'empêcher de voir en sa belle-mère le reflet inquiétant des méchantes de ses contes. Oui, c'est clair que c'est la méchante belle-mère, complètement. Et donc on nous dit que dans ce vieux manoir se déroule un récit mêlant amour et haine, vengeance et romance, tissant un conte de fées sanglant. Un chef-d'œuvre visuel et narratif qui bouleverse et fascinant. C'est classé en horrifique, hein. C'est pas classé en romance, hein, je précise. Ça a l'air vachement bien. Ça fait très Kaori Yuki, même les dessins un petit peu, hein. L'autrice de Angel Sanctuary, pour les gens qui connaissent, qui a aussi écrit qui a aussi fait des réécritures de contes de fées d'ailleurs. Ouais, la marâtre, exactement, c'est ça, la marâtre. Surtout après avoir lu il meurt à la fin là de Lulubi, ça me fait penser du coup. Bref, bon. Ouais, ça a quand même l'air hyper intriguant. Hein. Ça a quand même l'air hyper intriguant. Je sais pas, voilà. Faudrait voir combien il y a de tomes. Je vais peut-être attendre de voir combien il y a de tomes. Parce que bon, s'il y a 15 tomes, à 30 balles, ça fait un petit peu chéros hein, quand même. On va pas se mentir. Mais c'est très très beau et ça a l'air très intéressant. Voilà. Ça sortira aux éditions, j'ai oublié de dire, ça sortira aux éditions Komogi. Édition que je ne connais pas personnellement. Mais voilà. J'espère que c'est de bonne qualité. On va voir où ça a été imprimé, ça encore. Le 14 novembre, toujours sortira un petit essai qui s'appelle Embrasser la bisexualité de Camille Test, qui sortira aux éditions Renversantes, enfin les Renversantes d'ailleurs. Donc bah, c'est un essai, vous l'aurez compris, hein, sur la bisexualité. Donc on nous dit que 10% des moins de 30 ans se disent bisexuels. Et la société continue et malgré tout, la société continue de raisonner en termes binaires. On est soit homo, soit hétéro. Donc voilà, on va parler des stéréotypes, de l'effacement dans les médias, de la discrimination, y compris au sein des milieux LGBTQ+. C'est vrai qu'il y a beaucoup de biphobie hein, dans les milieux LGBTQ+. Notamment par le fait qu'il y a beaucoup qui considèrent que t'es bi mais t'es en couple avec un homme, donc tu fais pas partie de la société LGBTQ, enfin de la communauté LGBTQIA+, bref je vais y arriver. Donc oui, effectivement, il y a ce problème-là. Et du coup, donc là, Camille Test donc, a écrit un essai qui mêle analyse sociologique, témoignage et expérience intime et qui interroge donc l'invisibilisation des personnes bi et révèle les violences silencieuses qu'elles subissent.
en démontant les clichés qui collent à la bisexualité. Donc voilà, elle veut lui redonner toute sa place, une identité pleine et entière, qui dérange parce qu'elle trouble les lignes binaires, questionne la norme et fragilise le système. C'est vrai. C'est vrai. Bon, voilà, bon, étant bi moi-même, forcément, ça va grandement m'intéresser. Oh, putain, lui aussi, il va être disponible en audio. Très bien. C'est vrai que c'est rare qu'on parle de bisexualité, mine de rien. D'ailleurs, putain, moi, ça me bute parce que j'ai remarqué dans la fiction, à chaque fois qu'il y a une histoire de mec, mettons, je sais pas, mec qui est en couple avec une nana, et qu'on découvre que en fait je sais pas, il regarde du porno gay, ou d'un coup il s'intéresse à un mec et tout ça, il y a toujours le truc de dire ah mais en fait il est gay, ah là là, du coup la pauvre femme et tout ça machin, alors que bah en fait non, il peut très bien être bi, il peut très bien aimer sa femme, ça change rien. Enfin, c'est vraiment le truc, ça me bute à chaque fois, et il n'y a jamais un moment dans la fiction où on va imaginer un personnage bisexuel, quoi. C'est vraiment toujours, si tu t'intéresses à quelqu'un du même sexe, c'était forcément homo, quoi. Direct. Non, tu peux pas être les deux, c'est pas possible. C'est, voilà, ça renie tout ce que t'as, en plus ça renie tout ce que t'as vécu avant. Non, j'ai jamais été, voilà, c'est trop bizarre, quoi. Je sais pas. Bref, du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de stéréotypes sur les bi, le truc aussi de dire que bah, forcément on va s'intéresser à tout le monde, ou forcément on aime les plans à trois, ou enfin ce genre de truc, quoi. Ouais, c'est ça, le cliché de l'homosexuel qui se découvre tardivement. Alors ça existe, hein, attention. Il y a effectivement pas mal de personnes qui étaient dans un mariage hétéro et qui tout d'un coup découvrent qu'en fait ils sont gays, ils sont voilà, gays, lesbiennes ou quoi. Bon, oui, ça existe, hein, tout à fait. Mais il y a aussi des bi, il y a aussi des gens qui ont sincèrement aimé, qui effectivement peuvent quitter leur mari ou leur femme pour partir avec quelqu'un du même sexe, mais qui ont quand même sincèrement aimé. Et d'ailleurs, c'est le cas notamment de Freddie Mercury. Hein, Freddie Mercury, il est bisexuel, mais on l'a toujours considéré comme gay, quoi. C'est un truc de fou. Mais voilà, enfin, il y en a plein comme ça. Hein, il y en a plein comme ça. C'est vraiment, on dirait qu'à partir du moment où la personne a une relation avec quelqu'un du même sexe, ça annule toutes les autres relations. Ça ne compte pas. Si tu peux pas, non. C'est vraiment, mais quoi? Bah si, en fait. C'est vraiment le truc. Alors, en fait, si, ça peut, je suis désolée, mais... Bon, bref. Et puis inversement, voilà, si comme moi t'es bi mais t'as toujours été en couple avec des mecs, en fait ça veut dire que t'es hétéro, tu vois, alors que non, en fait c'est juste que la société a fait que j'ai suivi les dictates de la société, en fait, hein, tout simplement, hein. C'est tout, hein, c'est beaucoup plus facile dans notre société d'être hétéro que d'être gay, enfin que d'être avec quelqu'un du même sexe, hein, clairement, hein, on va pas se mentir. J'ai juste choisi la facilité, en fait, hein, c'est tout. Hein. Après, c'est clair que moi, j'ai du mal à me considérer comme faisant partie de la communauté LGBTQIA+, tout simplement parce que je ne vis pas la discrimination, en fait. Voilà, je suis en couple avec un mec, donc personne ne va m'insulter, personne ne va me discriminer pour ma bisexualité, parce que, bah, voilà, parce que c'est pas écrit sur mon front, déjà, et puis même, quoi, c'est pas voilà, même quand je dis que je suis bi, les gens s'en foutent, en fait, parce que du moment qu'ils me voient pas embrasser une nana, ils s'en foutent, en fait. C'est vrai, c'est complètement con, en fait, mais c'est exactement ça, quoi. C'est triste à dire, en fait, hein, mais voilà, bon, bref, bon, c'est un large débat, enfin bon, voilà, je suis partie dans un truc alors que j'ai digressé, pardon, voilà, enfin j'ai digressé sans digresser parce qu'on parle de bisexualité, mais je suis partie dans mon histoire perso. Voilà, en tout cas, pour cet essai, donc, qui sortira aux éditions Les Renversantes. Le 14 novembre, toujours. Ah, ça, c'est pour Kim. Ça, oulala. Ça va être acheté par Kim à tous les coups. Donc, sortira une BD qui s'appelle Les Mâchoires de la Peur, sous-titré Les coulisses d'un tournage mythique, écrit par Jérôme Wibon.
Vibon, je sais pas, c'est en français, et illustré par Tony Cittadini, qui lui est italien, et tous les deux donc se sont intéressés au tournage de, vous l'aurez compris, je pense, des Dents de la Mer, hein, du film Les Dents de la Mer. Donc tournage qui a été fait en été 1974, hein, le film est sorti en 75. On a fêté les 50 ans d'ailleurs hein, cette année. Donc tournage sur l'île de Martha's Vineyard. Tournage chaotique, voilà, requin défectueux, tempête imprévisible, tension sur le plateau et Steven Spielberg, donc jeune réalisateur à l'époque, qui joue sa carrière sur un film de monstres marins sans monstres. Voilà, donc ce roman graphique vous emmène derrière la caméra de Jaws, Les Dents de la Mer, là où la légende va prendre forme. Découvrez comment un tournage cauchemardesque est devenu un chef-d'œuvre. C'est pour Kim, un de ses films préférés évidemment. Hein, voilà, et donc ça sortira aux éditions Hugin Munin, je sais pas comment ça se prononce, dans leur collection Biopic. Voilà. Donc le 14 novembre. Non, j'avoue, ça a l'air intéressant. Hein. C'est clairement, voilà, c'est sûr. Le voilà. Ouais, c'est bien, c'est rare hein, d'avoir une petite BD comme ça à propos du tournage d'un film. J'imagine que ça sort aussi un peu pour les 50 ans de ce film, tellement cultissime. Hein. Putain, on en a du merchandising hein, sur Jaws, hein, je vous dis pas. Hein. Oh là là, on pourrait faire un musée, de Jaws chez nous. En même temps, peut-être que s'il avait pu montrer son requin autant qu'il voulait, le film n'aurait peut-être pas été aussi culte. S'il avait pu montrer son requin autant qu'il voulait, c'est-à-dire... Le héros, c'est Spielberg. Bah... Ouais. Je pense, en vrai. Bah, je sais pas s'il y a un héros en particulier, mais en tout cas, on va suivre Spielberg et on va suivre tous les acteurs du tournage hein, dans cette BD. Donc oui, ça a l'air cool. Ça a l'air grave cool. Donc voilà, cette petite BD. Ensuite, c'est le dernier. Ouais, alors voilà, ça s'arrête le 15 novembre. Il n'y a plus aucune sortie. Enfin, en tout cas, qui m'intéresse après le 15 novembre. Très bizarre, mais c'est comme ça. Donc, le 15 novembre sortira Le Prince Charmant n'existe pas de Catherine Lamontagne, autrice québécoise, a priori, dans une édition québécoise. C'est les éditions du journal. Voilà, c'est apparemment une édition canadienne. Bon, Karine va peut-être nous en dire plus pour le coup. Mais oui, voilà, il y a une sortie, française, mais c'est la même édition en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il avait une fausse bestiole et qu'elle a posé trop de soucis pour la filmer autant que voulu. Ah d'accord, ouais, ok. Il a finalement dû faire sans le montrer. Ah ouais, c'est pas mal ça. Effectivement. C'est vrai que c'est... ouais. Il le montre, mais pas beaucoup. Ouais. Journal de Montréal ou Journal de Québec, probablement. Ah oui, parce que oui, il précise pas. Je pense que c'est Journal de Québec. Hein. Parce que je crois que j'ai vu ça quelque part. Je sais plus où. Parce que je me suis renseignée un peu sur justement. Je suis allée chercher le truc parce que j'avais pas de synopsis. Voilà. Donc ça va parler, en fait on peut dire que c'est un true crime, ça va parler de Serge Rivard qui en fait qui a arnaqué des femmes, voilà, en se faisant passer pour un millionnaire. Donc voilà, c'est l'homme aux 1000 visages qui a multiplié les fraudes sentimentales au Québec. Voilà. Donc cette enquête expose comment ce faux millionnaire a méthodiquement ciblé ses proies, utilisant un charme dévastateur et des histoires soigneusement fabriquées pour dépouiller ses victimes de leurs économies et de leur dignité. Donc on va suivre des témoignages de ces femmes qui ont cru trouver leur prince charmant avant de sombrer dans un cauchemar financier et émotionnel.
Chaque chapitre révèle une facette du modus operandi de Rivard et la force incroyable de celles qui ont osé briser le silence. Voilà. Donc c'est pas seulement, on nous dit, c'est pas seulement une enquête sur un escroc, c'est un avertissement qui prouve que personne n'est à l'abri de tels manipulateurs. Bah ça c'est clair que personne n'est à l'abri. Tout le monde se moquait de Anne avec Brad Pitt là, mais en attendant, c'est clair qu'on n'est pas à l'abri de se faire avoir à un moment ou à un autre. Hein. On se dit toujours que c'est chez les autres, mais des fois ça, bon là c'est clair que c'était gros avec Anne et Brad Pitt, mais des fois ça peut être beaucoup plus insidieux. Et encore que ça a démarré de façon insidieuse aussi. Hein. Bon par contre, Journal du Québec là, on en parle du prix. J'ai vu aussi sur leur site, le livre il est à 29,95 $. Donc je sais pas si ça équivaut bien à 33 €. Là 33 € c'est le prix sur Amazon, hein, je précise. 33 balles pour un livre qui fait 280 pages. Que se passe-t-il? Ce n'est pas du hardback. Même si c'était du hardback, ce serait cher. Putain, c'est hyper cher, la vache. Ça pique. C'est rare de voir des livres québécois sur Amazon France, d'ailleurs. C'est rare, ça. Bon, il y en a quelques-uns, c'est vrai. Remarque, il y a les à lire, par exemple. Mais ouais, 33 boules, quoi. Putain la vache. Ah ouais, vous avez pas de chance hein. Enfin, j'allais dire maintenant t'es plus au Québec, mais en Suisse aussi je crois que c'est cher. Donc bon, beau, riche, connu, méfiance directe. Ouais c'est clair Odeya, je suis d'accord, c'est clair. Mais bon, on peut se faire avoir d'une autre façon quoi, c'est ça que je veux dire. En tous les cas, quand t'es seul et que t'es ouais, t'es isolé et que t'as une santé mentale fragile, que en plus t'es assez âgé et que donc t'as pas trop de connaissances du monde informatique, internet, tout ça, ben ouais. Bisous Jenny. Bon, c'est la fin de toute façon. Bisous, bonne soirée, bonne nuit. Merci d'être venu. Le Québec, c'est moins 50% à peu près avec le taux de change. C'est-à-dire, j'ai pas compris. C'est où que c'est à moins 50%? Bon, en tout cas, voilà pour cette sélection. Et moi, je pauvre inconnu, arnaque aussi. Ah bah clairement. Le dollar canadien est bas. Ah d'accord, ok. Ok. Ouais, bah là, en attendant, il n'y a pas de taux de change. Hein, c'est 33 boules direct. Sur Amazon. Hop, où je reviens par ici. Et bah écoutez, voilà, j'espère que ça vous a... Putain, c'est vrai que je n'ai pas remis la musique de fond pour les sorties, j'y pense pas. Je vais remette. J'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que vous aurez noté quelques sorties. Bon, moi j'en ai pas trop noté, j'avoue, dans cette sélection, on va pas se mentir, c'était pas les sorties du siècle, mais bon, il y en a 2-3 quand même qui me font pas mal envie à voir. Ah, le 29 ça revient à 16-18 €, d'accord, ok. Ouais, bah là, non, bah là, 33 balles, désolé. S'emmerde pas quand même. Ben voilà, quoi de plus à dire. Écoutez, la prochaine vidéo, je sais pas ce que ça sera là pour le coup. Là quand on arrive à la fin du mois comme ça, peut-être peut-être le tag du mois. Voilà, je pense que la prochaine vidéo ce sera le tag du mois d'octobre. Voilà, ça me paraît pas mal. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et du coup, on se dit donc à la prochaine fois. Bisous. Miaou.